Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons parler de manipulation de fichiers en C. Alors, à quoi ça sert de manipuler des fichiers en C? Eh bien, les fichiers, en fait, sont très intéressants pour pouvoir échanger des données. Alors, quand on parle de données, on pense souvent à base de données, SQL, NoSQL, ce genre de choses. Mais, effectivement, si jamais on veut juste sauvegarder des données ou les échanger sous un certain format, eh bien, en fait, il est souvent aussi rapide d'écrire directement des données dans un fichier. Pourquoi écrire des données dans un fichier? Ça va nous permettre justement de pouvoir stocker des valeurs à partir du moment où le programme se termine. Effectivement, nous avons vu que ce soit dans n'importe quel langage de programmation, au moment où le programme se termine, toutes les variables sont libérées et tous les résultats qui n'ont pas été sauvegardés au préalable sont perdus. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir dire, juste avant la fin de l'exécution de mon programme, je vais pouvoir en fait inscrire mes résultats dans un fichier, ou alors créer une log pour expliquer ce qui s'est passé, et ce fichier va perdurer en fait après l'exécution de mon programme. Je pourrais donc, même quand le programme est terminé, aller voir en fait ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et éventuellement reprendre certains traitements. Donc, cette vidéo va essayer de comprendre comment en fait un programme C va pouvoir interagir avec un fichier. Nous allons voir les différents types de fichiers avec lesquels nous pouvons interagir, et notamment, nous allons voir deux fichiers qui sont les fichiers texte et les fichiers binaires. La différence entre les deux, c'est que les fichiers texte sont destinés à être exploités par des êtres humains, donc c'est-à-dire qu'ils sont lisibles. J'ouvre un fichier texte, j'arrive à lire son contenu. Alors qu'un fichier binaire, c'est un fichier qui contient du langage machine, donc qui contient une suite de 0 et de 1. C'est en fait exactement la représentation mémoire telle que se représentent les éléments, telle que l'ordinateur se représente les éléments. Vous savez qu'un ordinateur ne sait gérer que des nombres binaires, et à chaque fois que nous lui donnons autre chose, comme des nombres en base 10, des nombres à virgule ou des chaînes de caractères, il va automatiquement les transférer vers la représentation avec laquelle il est à l'aise, la représentation binaire. Et donc là, nous allons, avec les fichiers binaires, lui demander de ne pas convertir sa mémoire, c'est-à-dire de récupérer directement ce qu'il a stocké, sous la forme qu'il a stocké les éléments, et de les inscrire directement dans un fichier. Ça peut être très intéressant parce que ça permet de stocker une partie de la mémoire, et cette partie de la mémoire, même si nous ne pouvons pas la lire, nous pouvons la réintégrer dans un autre programme qui pourra en fait se baser dessus. Donc on peut faire de l'échange de données directement en binaire pour éviter la double conversion de données. On va aussi voir qu'on peut stocker des éléments très complexes dans des fichiers binaires comme des structures ou même des tableaux de structures, voir que ça ne pose aucun problème si jamais on respecte quelques règles, et ces règles c'est souvent en fait d'expliquer au programme ce que l'on stocke. Quelle structure on stocke, combien il y a d'éléments. On va voir que tout ça ce sont les arguments des différentes fonctions que l'on va utiliser. Mais on va repartir depuis le début en expliquant quels sont les différents formats que l'on peut utiliser lorsque l'on parle de fichiers et du langage de programmation C. Alors essayons de voir ce que nous pouvons faire avec un fichier. Alors l'idée c'est que quand on est dans un programme, en fait, on va manipuler des données, on va avoir des entiers, des chaînes de caractères et ainsi de suite. Problème, lorsque le programme se termine, en fait, je perds complètement mes données. Donc l'idée c'est que ces données, je vais pouvoir les stocker dans un fichier, donc externe au programme, et quand mon programme se relance, il va pouvoir relire ce fichier, donc récupérer les différentes données. Ok, alors comment je peux les archiver ces données? Alors je peux les archiver tout simplement sous une forme non formatée, je peux tout simplement les mettre dans un fichier texte, ça on va le voir, on va écrire des chaînes de caractères dans un fichier texte, et je pourrais relire tout simplement mon fichier texte. Donc on est vraiment sur un format brut. Autre chose, je peux utiliser aussi une forme binaire. Forme binaire, ça veut dire tout simplement que je vais directement mettre dans le fichier en fait les données en binaire, donc en langage machine, donc une suite de 0 et de 1. Ça va faire que les fichiers ne seront pas exploitables par les êtres humains, c'est-à-dire que j'ouvrirai mon fichier, en fait j'arriverai absolument pas à comprendre le contenu. Par contre, le contenu pourra directement être repris par un programme et directement charger de nouveau les données en mémoire. Donc ça, on aura un exemple là-dessus. Je pourrais aussi utiliser une forme formatée, par exemple, je pourrais dire, voilà, j'écris des lignes dans mon fichier, je sais que sur les 8 premiers caractères, il y a le code client, ensuite sur les 20 prochains caractères, il y a le nom du client, et ainsi de suite. Et je pourrais formater, en fait, comme ça, ma chaîne de caractères, avec un nombre fixe d'éléments, et je pourrais en fait réappliquer un masque par-dessus pour récupérer mes éléments.
Ou alors, troisième solution, utiliser une forme de fichier formaté qui est disponible avec plein d'outils. Et je pense notamment au fichier CSV, donc fichier CSV, separated value, donc c'est-à-dire valeur séparée par des virgules, ou des points-virgules, hein, dans le cas du CSV, qui est un fichier qui est directement exploitable dans Excel, par exemple, et que je peux aussi récupérer dans n'importe quel programme. On pense aussi aux fichiers formatés du style XML ou JSON, qui sont des fichiers qui contiennent des données et qui contiennent à la fois l'information de à quoi correspondent ces données. Et donc ce sont des fichiers très intéressants, puisqu'ils permettent en fait de récupérer facilement des données et des structures entières de données. Ok. Alors nous, on va surtout s'intéresser aux fichiers de base, hein, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux fichiers texte et aux fichiers binaires pour interagir avec le C. Mais si jamais vous avez à interagir avec d'autres fichiers, on va rester à peu près sur le même principe. Ok, donc ça marche. Donc on va surtout distinguer le fichier texte. Je vais stocker directement le texte, les chaînes de caractères, fichier texte que je pourrais lire en tant qu'être humain, et on va le mettre en opposition au fichier binaire qui va contenir du langage machine, donc des 0 et des 1, que je ne pourrais pas lire. Et on va regarder un petit peu comment fonctionnent les deux éléments, comment est-ce que je peux générer des fichiers texte et des fichiers binaires. Alors, je vais toujours récupérer à peu près le même schéma. Je vais avoir quelques instructions qui vont être assez identiques. Pour l'utilisation des fichiers en C, on va utiliser plusieurs instructions. Il y a une instruction où je vais ouvrir le fichier, c'est-à-dire mon programme va mettre la main sur le fichier et va dire voilà, ce fichier, je vais l'ouvrir. Je vais expliquer comment je vais l'ouvrir, c'est-à-dire est-ce que je veux le lire, est-ce que je veux écrire dedans, est-ce que je veux ajouter à la fin. Tout ça, c'est des arguments que je vais pouvoir donner au moment de l'ouverture du fichier. Ensuite, je vais pouvoir lire dans le fichier. Alors lire dans le fichier, c'est tous les éléments de type get. On va voir tout simplement que les fonctions qui vont me permettre de lire dans les fichiers, en fait, elles seront facilement compréhensibles. On va avoir fget, parce que c'est en fait un get qui est fait à partir d'un fichier, d'un file, donc c'est pour ça qu'on a un fget. Et pourquoi est-ce qu'on a un fget_s? Tout simplement parce que fget_s me permet de récupérer une chaîne de caractères, une string. La fonction fgetC existe aussi, et fgetC, eh bien, elle récupère dans un fichier un caractère unique. Donc on va voir en fait qu'il y a une certaine logique dans la composition des noms de fonctions. Et si je peux lire dans le fichier, je peux aussi y écrire, et ça je vais le faire avec la fonction fputS, fput, qui va en fait écrire dans un fichier une chaîne de caractères. Et naturellement, on va retrouver aussi la fonction fputC, qui va faire la même chose avec un caractère unique. Et enfin, quand j'ai terminé de travailler avec le fichier, je vais tout simplement faire un close, c'est-à-dire en fait que le programme va expliquer en fait qu'il ne garde plus la main sur le fichier, et donc en fait il va rendre de nouveau le fichier disponible pour les autres applications. Donc je ne garde pas forcément la main sur le fichier, quand j'en ai plus besoin, je le ferme avec l'instruction fclose. Donc on va toujours avoir cet enchaînement, fopen, fclose, et entre les deux, je vais soit lire, soit écrire dans le fichier. Alors où est-ce que je trouve ces différentes fonctions? Eh bien je vais les trouver dans une fonction, dans une librairie, que l'on utilise depuis le début, en C. C'est une des premières bibliothèques qu'on a vues, c'est la bibliothèque stdio, c'est la bibliothèque standard in-out des entrées-sorties. Et donc nous on l'utilisait surtout pour faire des printf et des scanf, et en fait on va s'apercevoir que si on regarde un petit peu la documentation, eh bien sur par exemple c++.com, hein, qui est une bonne référence pour le C++, on va retrouver notre bibliothèque stdio.h, et si je descends un petit peu, je vais retrouver effectivement tous les fprintf, fscanf, donc à chaque fois qu'il y a un f devant, c'est qu'on s'adresse à un fichier, on va retrouver les fclose, les fopen, les freopen, bref, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin que cette vidéo, vous allez retrouver tous les éléments ici. Donc on va en voir certains de ces éléments, pas tous, parce qu'il y en a certains, c'est juste un petit peu des variantes de ce que l'on va déjà faire, mais on va retrouver justement ici les fgetC, fgetS, fputC, fputS, donc si jamais vous avez besoin en fait d'avoir un exemple de l'utilisation de ces fonctions, n'hésitez pas à vous reporter à la doc, chaque fonction est expliquée et un exemple est donné. Ok, bon, on a expliqué un petit peu le principe, maintenant il serait peut-être temps de prendre un VS Code et puis de programmer un petit peu. Première chose que l'on va faire, on va essayer d'écrire un fichier.
Pour l'instant, je n'ai pas de fichier en sortie, donc pourquoi ne pas en écrire un? Donc écrire un fichier, on l'a dit, ça va prendre plusieurs étapes. On va déjà créer un pointeur sur un fichier, ça veut tout simplement dire que je vais créer un pointeur mémoire, et ce pointeur mémoire, en fait, il va pointer sur un fichier. Ok. Une fois que j'ai un pointeur de fichier, je vais ouvrir ce fichier. Ouvrir ce fichier va me demander deux arguments. Déjà, il faut que je dise quel est le fichier que j'ouvre. Donc il faut que je donne son nom. Si le fichier est dans le même répertoire que le programme qui est en train de tourner, je ne suis pas obligé de donner de chemin. Si jamais il est dans un autre document, je vais être obligé de donner une notion de chemin, soit en relatif, soit en absolu. Deuxième argument de fopen, c'est je l'ouvre pour quoi faire. Alors soit je peux l'ouvrir pour lire, donc je vais l'ouvrir en read, R, soit je l'ouvre pour écrire, donc W pour write, soit je peux l'ouvrir pour écrire à sa suite, c'est-à-dire que je n'écrase pas ce qu'il y a déjà dans le fichier, mais j'écris simplement la suite. C'est quelque chose de très pratique si par exemple vous écrivez des fichiers de log, et cette option-là, c'est l'option append avec un A. Et puis ensuite, je vais utiliser la fonction fputS pour en fait écrire des chaînes de caractères directement dans le fichier. Et enfin, quand je n'aurai plus besoin du fichier, eh bien je vais le fermer avec fclose. Si jamais il arrivait... Alors on va pas imaginer le pire, mais on pourrait avoir un problème dans l'une de ces instructions, et naturellement chacune de ces instructions peut ramener une erreur, une valeur nulle, si jamais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Imaginons par exemple que j'essaie d'ouvrir un fichier, mais que bah voilà, je me suis trompé de répertoire, ou alors j'ai fait une faute de frappe dans le nom de fichier, ou peu importe, hein, et qu'il n'est pas possible d'ouvrir le fichier. Voilà, il n'y a plus de place mémoire, ou quelque chose s'est mal passé, enfin bref. Et bien là, en fait, fopen va me renvoyer la valeur nulle dans le pointeur sur fichier. Donc ça, c'est très important de tester ce genre de choses, puisque ça permet justement de ne pas avoir de problème. Ça permet de vérifier à chaque étape que le fichier est ouvert, et ça évite en fait d'écrire dans un fichier qui n'aurait pas été ouvert parce que le fopen n'a pas pu s'exécuter correctement. Ok, ça marche. On va essayer de voir ce que l'on peut faire du coup avec cette écriture. On va donc créer un programme C qui va écrire une chaîne de caractères dans un fichier, ou même plusieurs, hein, et on va utiliser l'argument W de fopen qui indique le mode d'ouverture du fichier. Hein. On a dit le R c'est pour read, le W c'est pour write, le A c'est pour append, c'est-à-dire qu'on ajoute en écriture, et puis on a encore d'autres options. Hein. Le B qui est pour le fichier binaire, c'est quelque chose que l'on verra dans un second temps. Ok. Donc première chose, on va écrire dans un fichier. Alors ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre un VS Code, voilà, je vais me créer un fichier que je vais appeler écriture.c, et donc on a vu que toutes les instructions pour traiter les fichiers se retrouvent dans la bibliothèque stdio, donc c-stdio, voilà, c'est la seule bibliothèque dont j'ai besoin, et je vais donc avoir besoin d'un main. Ok. Alors la première chose à faire, si je veux écrire dans un fichier, il va falloir que j'écrive, que je crée un pointeur sur fichier. Donc je vais faire un file, pointeur sur file. Voilà. Donc j'ai mon pointeur. Alors file, en fait, vous voyez que j'ai pas de problème directement. Il est connu tout simplement, puisque file est aussi déclaré dans la bibliothèque stdio. Donc en fait, vous voyez que dans cette bibliothèque, j'ai tout ce qu'il faut pour manipuler les fichiers. Ensuite, prochaine chose, il faut que ce pointeur, je l'associe en fait à un fichier. Donc, ce pointeur, je vais récupérer le pointeur retourné par la fonction fopen, donc fopen fileopen, hein, c'est pour ça qu'il y a toujours un F devant, souvent quand la fonction commence par F, c'est qu'on traite des fichiers. Fileopen, et je vais créer un fichier qui s'appelle data.txt par exemple, et data.txt, je vais l'ouvrir en écriture, donc W. Alors vous remarquerez que dans mon arborescence, data.txt n'existe pas. Mais vous allez voir en fait qu'il va être créé, lorsque le fichier n'existe pas, il va être créé automatiquement. Donc ça c'est aussi un autre avantage, hein, j'ai pas forcément à gérer la création d'un fichier. Si le fichier n'existe pas, il va juste être créé. Et si je ne donne pas de chemin, bah, il va être créé dans le même répertoire que le programme que je suis en train d'exécuter. Ok. Alors ensuite je vais vérifier, est-ce que l'ouverture du fichier s'est bien passée? Si elle s'est bien passée, ça veut dire que le pointeur sur fichier m'a renvoyé autre chose que nul. S'il m'a renvoyé nul, bah tout simplement c'est que fopen s'est mal passé, et en fait je ne peux rien faire du coup avec le fichier. Ok. Si je suis dans mon if, c'est que pfile est différent de nul, et donc que pfile pointe effectivement
sur une adresse mémoire qui correspond à mon fichier. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser les fonctions fputs. Fputs me permet de prendre une chaîne de caractères. Donc, voici une belle chaîne de caractères. Alors, volontairement, je ne mets pas les accents, hein, parce que je risque d'avoir un jeu de caractères un petit peu différent. Faut pas que j'oublie de mettre le retour à la ligne. Et cette chaîne de caractères, je veux l'écrire dans quoi? Eh bien, je vais l'écrire dans pfile, le pointeur, en fait, basé sur le fichier. Et puis, je peux tout simplement en faire une deuxième, une troisième. Voilà. Donc, voici une seconde chaîne, par exemple. Et je vais en mettre une, et une troisième pour terminer. Voilà. Je sauvegarde. Et la dernière étape qu'il me manque, eh bien, c'est qu'une fois que j'ai ouvert mon fichier, une fois que j'ai écrit dans le fichier, eh bien, je ne dois pas oublier de clôturer mon fichier. Ça permet en fait au programme de libérer la mémoire qui est allouée au fichier. Et ça permet en fait au fichier d'être de nouveau disponible pour les autres applications. Voilà. Alors, si je ne fais pas de fclose, le fichier est automatiquement terminé à la fin du programme. Donc ici, c'est vrai que mon fclose, on va dire en fait qu'il ne sert à rien, on pourrait dire. Par contre, c'est une bonne habitude de faire un fclose sur le fichier parce que, eh bien, potentiellement, je pourrais avoir un programme qui se prolonge et d'avoir encore des choses derrière. Et donc de libérer le fichier quand j'en ai plus besoin, c'est une bonne pratique. Et ça permet effectivement aux autres applications d'avoir de nouveau accès au fichier et au programme C de libérer de la mémoire en fait qu'il a allouée pour ce fichier. Donc n'hésitez pas à mettre des fclose, de prendre cette habitude-là parce que c'est vraiment une bonne pratique. Alors l'écriture de mon fichier devrait maintenant fonctionner. Je vais donc compiler écriture.c, je vais l'appeler écriture, voilà, et je vais lancer écriture.exe. Et vous voyez que le fichier data.txt a été créé. Et si je vais voir ce qu'il y a dans data, eh bien vous voyez que l'écriture a été faite. Voici une belle chaîne de caractères, un retour à la ligne, voici une seconde chaîne, un retour à la ligne, et une troisième pour terminer, un retour à la ligne, et j'ai une quatrième ligne qui est vide. Donc les chaînes de caractères ont été effectivement écrites dans mon fichier. Tout fonctionne correctement. Alors si je modifie le W à A, on va essayer de voir ce qui se passe. Si je relance plusieurs fois mon écriture, je me rends compte en fait que mon fichier data ne change pas. C'est-à-dire que systématiquement, à chaque fois que je lance mon programme, il est vidé et les éléments sont réécrits. Si maintenant, dans le fichier écriture.c, je remplace le W ici par A, je remplace en fait l'option write par l'option append. Et à l'option append, elle va simplement dire, bah voilà, tu gardes le contenu du fichier existant, et quand tu relances, bah en fait, alors, j'ai pas compilé, c'est pour ça que ça ne marche pas, pas de panique. Cette fois-ci, je me positionne sur data et je vois qu'à chaque fois que je vais relancer écriture.exe, en fait, les lignes vont se rajouter. C'est-à-dire que je garde ce qu'il y avait déjà dans le fichier et je rajoute uniquement de nouvelles chaînes de caractères. Donc c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui peut être très utile si jamais vous construisez une log et que vous mettez toujours des éléments en plus dans la log. Ok, donc première écriture de fichier, ça marche. Maintenant qu'on a vu l'écriture, on va essayer de voir la lecture également. Lecture de fichier, donc on va récupérer des éléments qui se trouvent dans un fichier. Pour l'instant, on va toujours travailler sur un fichier texte. Et on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs choses qui ressemblent en fait à l'écriture. Il faut que je crée un pointeur, il faut que j'ouvre mon fichier, mais en lecture, donc avec l'option R pour read. Et maintenant, je vais utiliser la fonction fgetS qui va prendre 3 paramètres. Une variable qui va contenir la chaîne de caractères lus, un nombre de caractères maximum, qui va me permettre en fait d'allouer de la mémoire, hein, pour ne pas dépasser en fait la capacité de la chaîne de caractères que je passe, et à partir de quel élément je lis la chaîne de caractères, donc le pointeur de mon fichier. Et encore une fois, je vais fermer le fichier, qui est une bonne pratique qui permet de nouveau libérer la mémoire. Alors fget, comment est-ce que ça fonctionne? Ça va lire un maximum de caractères donnés par le deuxième argument, ou alors il va s'arrêter si jamais je tombe sur un retour à la ligne, donc un \n. Ça veut donc dire en fait qu'un fichier, il va le lire ligne par ligne, de manière séquentielle. Ok. S'il arrive à la fin du fichier,
fin du fichier, elle est indiquée par un caractère qu'on appelle EOF, End of File, qui est aussi un caractère spécial, comme le \n, qui indique que je suis arrivé à la fin du fichier. Et donc, en fait, fget va me retourner justement la chaîne, va me positionner dans la chaîne de caractères ce qui est lu. Et il est intéressant aussi d'analyser le retour de fget, puisque fget va retourner nul si aucune chaîne de caractères n'a pu être lue, et EOF si la fin du fichier est atteinte. Donc, si jamais nul, ça veut dire qu'il y a eu un souci dans le fichier. Bah, par exemple, j'ai essayé de faire un fget, par exemple, et j'ai pas fait de fopen. Là, par exemple, j'ai un problème. Ou alors fopen m'a renvoyé nul, j'ai pas vérifié et j'ai quand même lancé la lecture, là je vais avoir un nul. Et EOF, en fait, c'est pas une erreur, c'est tout simplement que je suis arrivé à la fin du fichier. Donc je pourrais imaginer avoir une boucle qui tourne, qui lit dans le fichier tant qu'il y a quelque chose à lire, et qui s'arrête au moment en fait où j'obtiens le caractère EOF, End of File, et je vais donc terminer ma lecture. Ok, bah on va donc essayer, tout simplement, de mettre en place le pendant en écriture. On va essayer de mettre en place cette lecture. Donc, je vais reprendre, encore une fois, mon Visual Studio Code. Je vais créer un lecture.c. Je vais reprendre un petit peu ce que j'avais fait dans l'écriture, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont communes entre les deux. Alors, qu'est-ce qui est commun? Eh bien, j'ai mon stdio, j'ai mon main, je crée un file, là, jusqu'à présent, on est OK. Et puis, je vais lire, en fait, mon data.txt que j'ai créé, mais cette fois-ci, je vais le lire, donc je vais avoir besoin de l'argument R comme read. OK. Je vais enlever tous les puts, puisque je ne vais pas écrire dedans, et je vais vérifier, effectivement, si, lors de la lecture, lors du open, tout s'est bien passé. Donc, si pfile est différent de nul, c'est qu'il contient effectivement l'adresse d'un fichier dans lequel je peux écrire, et j'ai le fclose de pfile. Ok, ça fonctionne. Et maintenant, je vais vouloir lire, en fait, le contenu du fichier. Donc, le contenu du fichier, je suis obligé de le stocker à chaque fois ce que je lis dans une variable. Et donc, je vais déclarer une variable chaîne de caractères, donc un tableau de 200 caractères, qui va me permettre de stocker à chaque fois ce que je lis. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lire tant que j'arrive pas à la fin de mon fichier, ou alors que j'arrive à nul. Donc, ce que je peux faire, c'est je vais faire ma fonction fget, qui prend 3 paramètres. La première paramètre, c'est la chaîne dans laquelle je vais stocker l'information. Deuxième, c'est la taille max de la chaîne. Donc, comme j'ai une chaîne de 200 caractères, eh bien, j'oublie pas de mettre 200 ici, ce qui va me permettre, en fait, directement de dire, voilà, je suis sûr que je ne dépasserai jamais le stockage. Donc si j'ai une ligne de plus de 200 caractères, ça va couper à 200, ça va mettre dans C, et le tour d'après, ça va repartir de là où ça a coupé, et ça va prendre la suite. Et d'où je veux lire, eh bien je veux lire en fait du fichier pfile. Et je veux faire ça en fait tant que le gets ne me renvoie pas nul. Nul, ça veut dire, quand il renvoie nul, ça veut dire qu'il n'a pu rien lire, hein, soit qu'il y a eu une erreur, soit qu'on est arrivé à la fin du fichier. Donc je peux tester avec nul. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, tout simplement, pour vérifier que ça fonctionne, je vais faire un printf, donc un print sur la sortie standard. Je vais afficher C, mais C est une chaîne de caractères, donc je vais faire un %S. Si je fais un %C, j'ai qu'un caractère, et je vais afficher C. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Donc j'ai l'écriture, on va donc compiler. Donc G++ de lecture.c, et je vais appeler ça lecture. Ah, j'ai oublié un tiret O. Voilà. Je vais lancer lecture.exe, et je vois que les chaînes de caractères ont bien été écrites. Donc j'ai un fget qui a effectivement récupéré à chaque fois dans C soit les 200 premiers caractères, soit la première fois qu'on est arrivé sur un retour à la ligne. Donc en fait, il a lu la première ligne, il est arrivé à un retour à la ligne, il a tout mis dans C, et il est passé à la lecture suivante. Donc vous voyez, je suis arrivé à lire, en fait, à relire tout mon fichier. Donc maintenant, au travers de ces deux petits exemples, on a deux solutions qui nous permettent de d'écrire dans un fichier texte et de relire dans un fichier texte. Voilà. Donc maintenant, on a une possibilité de stocker des éléments
en dehors du programme, et de pouvoir, par exemple, quand on relance le programme la fois d'après, de relire le fichier, de récupérer les données que l'on avait sauvegardées. Donc ça peut être très intéressant, par exemple, pour sauvegarder l'état d'avancement d'un fichier, l'état d'avancement d'un traitement, et si jamais vous avez un plantage dans le programme, eh bien au moment où vous relancez le programme, il sait quelle est la dernière tâche qu'il a faite et il peut la recommencer. Et ça évite de recommencer le programme depuis le début. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir en fait mettre dans des fichiers externes des informations que l'on peut récupérer. Alors on a fait maintenant, on a vu comment est-ce que je pouvais lire un fichier avec fgetS. On va voir aussi qu'on peut lire un fichier caractère par caractère avec fgetC. Je vous ai dit qu'on arrivait à trouver simplement le nom de la fonction était très bien exprimé. Hein. F pour file, get pour je récupère, et S pour chaîne de caractères. Et bien si je remplace le S par C, je vais donc récupérer tout simplement un caractère. Alors fgetC va retourner un entier et non un caractère. Alors pourquoi cette bizarrerie, hein? Normalement on devrait pouvoir retourner un caractère. Eh bien tout simplement parce que fgetC, en plus des caractères qu'il pourrait renvoyer aussi la valeur EOF qui témoignerait qu'il est à la fin de fichier. Et donc si je veux pouvoir tester la fin de fichier, il faut que je puisse aussi retourner cette valeur EOF. Donc c'est un peu une bizarrerie syntaxique, hein, mais gardez à l'esprit que fgetC peut renvoyer n'importe quel caractère et en plus EOF, donc je suis obligé de passer par un type qui est plus large que le type caractère, et donc je vais passer par le type entier. On va modifier le programme de lecture pour afficher un caractère par ligne, lire le fichier caractère par caractère, et en fait afficher un caractère par ligne. Alors, je suis toujours dans ma fonction de lecture, je vais reprendre mon VS Code, voilà. Alors il y a des choses qui ne changent pas, hein. Je suis toujours sur mon fichier d'ouverture, je vérifie toujours si tout s'est bien passé, mais cette fois-ci, en fait, au lieu de faire un fget, alors je vais enlever cette partie-là, je vais garder le fclose, ça ne change pas. Je vais faire en fait un fgetC, donc je vais récupérer un caractère. Je vais récupérer un caractère à partir du fichier que j'ai ouvert. Donc là j'ai beaucoup moins d'arguments, hein, puisque je récupère un caractère par caractère. Je ne suis pas obligé en fait d'avoir deux chaînes de caractères ici, mais par contre je suis obligé d'avoir un entier qui va me permettre de stocker momentanément le caractère qui sera lu. Ok. Et donc je récupère caractère par caractère, et la première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que finalement mon n est différent de EOF. Alors EOF c'est une constante qui existe en C et qui permet de vérifier que je ne suis pas arrivé à la fin de fichier. Donc si n n'est pas le caractère de fin de fichier, c'est-à-dire que c'est un caractère classique, eh bien je vais l'imprimer. Alors comment je vais faire ça? Eh bien si je veux afficher un caractère, je vais être sur du %C. Si j'en veux un par ligne, je vais retourner à la ligne, et je vais mettre n. Et là, on peut se poser la question de se dire, c'est assez intriguant ce que je viens de faire, puisque n est un entier, et donc si je veux l'afficher, je devrais normalement avoir un %d. Oui, mais là, ce que je veux, c'est pas n entier, ce que je veux, c'est le caractère qui est représenté par n. Et si je fais ça, eh bien l'ordinateur va comprendre que la valeur, en fait, numérique n va devoir être converti au travers de la table ASCII au caractère correspondant. Donc vous voyez que c'est très important de comprendre ce que j'affiche et ce que je manipule. Je peux avoir des différences en fait entre les valeurs manipulées et à la fin le formatage que j'utilise pour l'affichage. Là j'ai un entier que je formate pour afficher en fait en caractère. Ok, ça marche. Et là je teste n pour savoir si je suis à la fin de mon fichier. Donc il ne faut pas que j'oublie dans la boucle de relire la prochaine valeur de n, et pour passer au deuxième caractère, au troisième, au quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je récupère le caractère EOF, caractère qui va me dire en fait que je suis à la fin de mon fichier. Arrivé à la fin de mon fichier, je vais fermer le fichier, et j'aurai terminé ce que j'ai à faire. Ok, bah, il ne reste plus qu'à compiler. Alors d'abord il faut que je sauvegarde, et maintenant il ne reste plus qu'à compiler la lecture. Je vais relancer lecture exe, et vous voyez, alors je vais monter un petit peu mon terminal, et vous voyez que là j'ai lu ligne par ligne, caractère par caractère, et après chaque caractère, je me suis rendu à la ligne. Donc voici une belle chaîne de caractères, et là vous voyez que j'ai même deux sauts de ligne de suite. Pourquoi? Puisque le caractère saut de ligne est contenu dans le fichier, et donc j'ai écrit le caractère saut de ligne, et j'en ai encore rajouté un derrière dans mon printf, donc ça fait 2. Voilà.
Et donc maintenant, je sais comment écrire et comment lire, soit avec des chaînes de caractères, soit avec des caractères de manière unique. Donc on a déjà deux façons de parcourir en fait un fichier texte. Ok. Alors mon terminal, je vais le remettre à sa place pour pouvoir de nouveau coder un petit peu. Ce qui va être intéressant aussi au niveau des fichiers, c'est que je vais pouvoir rechercher des éléments dans le fichier. On va s'apercevoir que je vais pouvoir me positionner directement à des endroits très précis du fichier. Alors ça peut être intéressant si vous avez des fichiers, on en a parlé tout à l'heure, qui sont formatés en fait à l'aide en fait de zones fixes. C'est-à-dire que vous recevez un fichier, vous savez que chaque ligne correspond à un client, vous savez que les 8 premiers caractères c'est le code client, les 20 suivants c'est son nom, les 20 d'après c'est son prénom, les 100 suivants c'est l'adresse, et ainsi de suite. Et donc vous avez un espèce de masque que vous pouvez coller sur la ligne pour récupérer les différentes informations du client. Et comme les positions de toutes ces informations sont fixes, eh bien en fait on pourrait déplacer le curseur, de dire voilà tu me récupères les 8, puis tu sautes les 8 premiers caractères, puis tu prends les 20 suivants, et ainsi de suite. Et donc si on pouvait déplacer le curseur de lecture dans le fichier, eh bien on pourrait récupérer un élément bien précis. C'est justement ce que l'on va faire avec les différentes fonctions de recherche qui sont proposées sur les chaînes de caractères. On va pouvoir se déplacer avec les fonctions de position, et on a déjà deux fonctions qui vont nous permettre, la première de récupérer la position dans laquelle on se trouve, qui est fgetPos, qui va en fait nous donner en fait là où se trouve le curseur. On a vu que quand on lisait le fichier fget, vous avez vu que quand on faisait fgetS, ça lisait la première ligne, puis en fait, quand on refaisait la même fonction, eh bien ça lisait la deuxième. Ça veut dire qu'à un moment donné, le fichier, quand on est en train de le lire, on sait exactement où on en est. On a déjà lu la première, donc en fait, le curseur s'est positionné avant la deuxième, et donc comme ça, pour commencer à lire la deuxième, quand on aura lu la deuxième, le curseur se met avant la troisième. Et donc, tout simplement, la fonction fgetPos me permet de savoir où j'en suis dans le fichier. Et fsetPos, vous l'aurez deviné, elle me permet en fait de définir la position, de dire voilà, je veux maintenant que le curseur se rende à tel endroit, et maintenant je vais lire à partir de tel endroit. Et enfin, la troisième fonction qui va nous servir, c'est la fonction fseek, seek comme recherche, et elle permet de se déplacer dans le fichier à partir du début du fichier, à partir de la fin du fichier, ou à partir de la position courante du curseur. Donc si on a déjà lu les deux premières lignes, eh bien la position courante du curseur, ça va être avant la troisième ligne. Et donc à partir de cette position courante, je vais pouvoir aller vers l'avant, vers l'arrière du fichier, et ainsi de suite. Donc ça peut être très intéressant pour se déplacer dans un fichier. Alors encore une fois, on va mettre ça en place, on va essayer d'écrire un petit fichier C qui va ouvrir un fichier en lecture, qui va lire les 3 premiers caractères du fichier, ça on sait faire, c'est un fgetC, et ensuite on va faire un fgetPos pour vérifier que le curseur se trouve bien à 3 caractères après le début du fichier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le fichier à la position 7 avec fsetPos, et ensuite on va de nouveau afficher 3 caractères pour voir si effectivement le curseur s'est bien déplacé. Comme on a un fichier de données, on va bien voir si on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lire les 5 derniers caractères du fichier. Et donc, avec la fonction fseek, on va se positionner à la fin du fichier, on va revenir en arrière de 5 caractères, et puis on va lire les 5 caractères qui viennent. Et donc, normalement, on devrait récupérer les 5 derniers caractères du fichier. Et donc, ça va nous permettre de voir si toutes ces fonctions, ça va nous permettre d'avoir un exemple du fonctionnement de ces différentes fonctions. Alors, je vais prendre mon VS Code, comme d'habitude. Alors, comme le fichier est en lecture, je vais récupérer un petit peu ce qu'on a fait dans lecture, et je vais appeler mon fichier recherche.c. Je colle. Alors, de quoi j'ai besoin? Ouais, je vais garder mon N, ça je vais garder, j'ai ouvert mon fichier, et je fais un close dessus. Je vais garder la trame principale, j'ai ouvert un fichier, j'ouvre data.txt en lecture, je vérifie qu'il a bien été ouvert avec mon if, et j'oublie pas de le close pour de nouveau le rendre disponible. Ok. Alors la première chose que l'on va faire, c'est que on va lire les 3 premiers caractères du fichier, et ça on l'a vu qu'on peut le faire assez facilement avec fgetC, et fgetC prend un seul argument qui est le fichier.
Voilà. Donc je vais lire les 3 premiers arguments, les 3 premiers caractères, alors je les perds, hein, parce que je les affiche pas, donc c'est pas grave, mais ce que je veux juste voir, en fait, c'est qu'en lisant les 3 caractères, normalement, mon curseur se sera déplacé de 3 positions. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la position. Alors, récupérer la position, je vais avoir besoin d'une variable qui va pouvoir stocker la position, et qui est de type fpost, et je vais l'appeler cette variable position. Alors c'est quoi fpost? Alors c'est tout simplement un type qui me permet de gérer la position. Alors ça doit être un alias, hein, sur un unsigned int ou quelque chose comme ça, je pense. Tout simplement, une position ne peut jamais être négative, donc je pense que c'est tout simplement un type qui est en fait un entier non signé. Faudrait voir exactement comment il est défini, mais je pense que ça doit être un entier non signé, ça doit ressembler un petit peu à size_t qu'on peut retrouver en C. Donc le position va me donner en fait sous forme d'entier le positionnement. Ou alors c'est un entier non signé, un long, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un long non signé. Bon, on va regarder. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je me suis déplacé de 3, donc je vais faire un fgetPos, et je vais regarder où je me situe. Alors fgetPos prend 2 arguments, le fichier dont je veux avoir la position, où se trouve le curseur dans ce fichier-là, et je vais naturellement alimenter pos. Pos, puisque je veux modifier la valeur de pos dans la fonction fgetPos, je suis obligé de le préfixer avec le i commercial, qui me permet de passer par l'adressage, et donc qui me permet de modifier la valeur de pos. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la valeur, donc après 3 lectures, je suis en position. Et donc là, je vais écrire, donc j'ai dit que c'était je vais faire du long décimal, voilà, et je vais afficher la valeur de pos. Et on va essayer de voir si tout fonctionne correctement. Je vais prendre mon terminal, donc normalement, ça devrait me dire que je suis en position 3. Donc je vais faire un g++, recherche.c, -o, je vais l'appeler resh.exe, voilà, après 3 lectures, je suis en position 3. Et donc on voit effectivement que, après 3 positions, je suis en position 3, ça veut dire que quand au début du fichier, je suis en position 0. 0, 1, 2, 3, après 3 lectures. Et donc en fait, on arrive à se retrouver où est le curseur après 3 lectures, ou après n lectures, ou après avoir lu plusieurs lignes, et ainsi de suite. Donc j'ai toujours cette possibilité pour savoir exactement où j'en suis. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais dire, ma position, je vais aller en position 7. Position 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me retrouver dans mon fichier, et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais me retrouver en fait avant le NE de 1. Ok, voici une belle chaîne. Dans la première ligne, je vais me retrouver juste après le U et avant le N. Ok, donc je fixe la position à 7, et j'utilise la fonction fsetPos pour dire en fait que dans le fichier pfile, maintenant ce que j'aimerais en fait, c'est me rendre à la valeur pos. Ok. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire un fget. Alors je peux le récupérer d'ici. Hein. Hop. Je vais récupérer le caractère sur lequel je me situe, et je vais l'écrire printf. Voilà. En position 7, il y a le caractère. Alors c'est du caractère, donc c'est du %c. Je retourne à la ligne. Et il y a le caractère quoi? Eh bien, il y a le caractère n. Et comme ça, normalement, on devrait avoir, puisqu'on a dit qu'on se retrouve entre le U et le N, si maintenant à position 7 je lis un caractère, je devrais avoir le N minuscule. On essaye. Resh.exe. En position 7, il a le caractère N exact. Je me suis donc bien positionné. Donc vous voyez qu'avec les deux fonctions fsetPos et fgetPos, j'arrive à récupérer où est le curseur dans le fichier. J'arrive aussi à le positionner n'importe où. Ok. Là, c'est vraiment si je suis à largeur avec des éléments de largeur fixe. Maintenant, autre élément que je peux avoir, imaginons que j'essaye de récupérer les 5 derniers caractères du fichier. Je ne sais pas pour quelle raison, en fait, les 5 derniers caractères du fichier sont très intéressants.
On peut imaginer par exemple que c'est la clé qui me permet de savoir que l'encodage du fichier est bien fait, quelque chose comme ça. Bref. Je veux récupérer les 5 derniers caractères du fichier. Je vais donc faire un fseek. Le fseek basé sur le fichier pfile. Et je vais dire en fait tout simplement, je veux me retrouver à moins 5 positions de seek end. Alors vous voyez que j'ai 3 seek, hein. J'ai seek curseur, c'est la position courante du curseur, seek end, la fin de fichier. Il y en a un autre normalement encore. Je peux aussi me déplacer au début, normalement. C'est seek set peut-être? Ok. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de me retrouver à la fin du fichier, donc je vais utiliser seek end. Donc à partir de la fin du fichier, tu vas revenir de 5 en arrière, c'est ce que je suis en train de lui dire. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est lire les 5 premiers caractères. Donc je vais aller dans Data, je vais aller tout à la fin du fichier, et je vais revenir de 5 caractères en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc être sur miné, et donc après je vais lire les 5 caractères qui suivent, et pour afficher, miné. Ok. Donc comment je lis les 5 prochains caractères? Je vais simplement faire une boucle for pour i de 0, tant que i est inférieur à 5, ça va dire 5 caractères, je vais faire i++, et à chaque fois ce que je vais faire c'est que je vais récupérer mon getC et l'afficher, je vais lire un caractère, et je vais afficher en fait, voilà, dernier caractère, voilà, et ça va m'afficher les 5 derniers caractères. Et normalement, je devrais avoir miné. Alors, on essaye. Je fais resh.exe, et alors, j'ai quoi? J'ai NE. Alors, pourquoi? Pourquoi j'ai NER, et ensuite j'ai 2 retours à la ligne? Ça veut dire tout simplement que terminé, j'ai un retour à la ligne ici, et j'en ai encore un là. Alors, j'ai déjà enlevé celui-là. Je vais sauvegarder le fichier, je vais relancer resh.exe, et cette fois-ci j'ai bien miné, effectivement. J'ai miné parce qu'en fait avant j'avais le programme qui se terminait sur des retours à la ligne, et donc en fait il m'écrivait les retours à la ligne à la fin. Là maintenant j'ai plus de retour à la ligne, donc la fin du fichier est maintenant bien derrière le R de terminé. Revenir de 5 en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, ça va se positionner avant le M, et ensuite si j'écris les 5 caractères suivants, ça va m'écrire miné. Et donc en fait on voit qu'avec cette fonction, je vais pouvoir me déplacer maintenant dans le fichier. Et on voit aussi que les valeurs négatives fonctionnent, hein. Je peux aussi revenir en arrière, c'est-à-dire que je peux revenir en arrière par rapport à la position courante, par rapport à la fin de fichier. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour se déplacer dans les différents fichiers. Ce que j'aimerais voir encore maintenant, c'est la différence avec les fichiers binaires. Alors ce que l'on appelle un fichier binaire, ça va permettre de stocker directement le contenu de la mémoire de l'ordinateur. On a vu en fait que l'ordinateur ne sait manipuler que des chiffres, et il ne sait manipuler que des chiffres en façon binaire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je lui donne un caractère, que je lui donne un entier, que je lui donne un nombre à virgule, lui derrière l'ordinateur va le convertir en fait en nombre binaire pour pouvoir le stocker. Et ce que je vais dire maintenant, c'est qu'à chaque fois que je vais en fait récupérer une valeur ou un caractère, l'ordinateur va devoir faire l'opération inverse, va partir de la représentation binaire et me redonner l'élément sous la forme que je désire. Mais ce que je pourrais dire aussi, c'est que si jamais mon fichier vient d'un programme et est destiné à de nouveau rentrer dans un programme, pourquoi est-ce que je le convertirais dans un sens et je le reconvertirais de nouveau dans l'autre? Je pourrais tout simplement dire à l'ordinateur, écoute, tu vas me donner le nombre ou le caractère, comment toi tu te le représentes en mémoire, et quand tu vas le rouvrir, je vais te le donner exactement sous la même forme. Et bien tout simplement, c'est ce que l'on appelle un fichier binaire. Un fichier binaire, en fait, va stocker dans un fichier exactement l'état de la mémoire, comment en fait un programme a stocké la valeur d'une variable. Et donc c'est très intéressant pour échanger des données brutes entre programmes. C'est absolument pas intéressant pour nous autres êtres humains, hein, parce que nous on aime bien quand même qu'il y ait des mots dans les phrases, ou qu'il y ait des chiffres pour symboliser des valeurs. Là, on va se retrouver simplement avec une suite de 0 et de 1 qui, pour nous, ne veut pas dire grand-chose, et ça va rendre le fichier pas du tout interprétable. Mais l'ordinateur, lui, il va parfaitement s'y retrouver. Il va récupérer la mémoire d'un côté, l'écrire dans un fichier, il va lire le fichier, de le remettre exactement de nouveau dans la mémoire, et pour lui, ce sera très clair. Ok, ça marche. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va différencier un fichier binaire d'un fichier texte?
Tout simplement, au moment de l'ouvrir, je vais mettre B dans les arguments, qui va dire en fait au programme d'ouvrir un fichier binaire. Et donc il va comprendre que ce qu'il doit écrire là-dedans ou lire dans ce fichier doit être en fait sous format binaire. Ok. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une structure client, maintenant que l'on sait utiliser les structures. Et cette structure client, elle va contenir un nom, un prénom et un âge. Alors le nom et le prénom, ça va être des chaînes de caractères, un âge, ça va être tout simplement un entier. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va valoriser notre client, on va valoriser chacune de ces variables, et on va l'écrire dans un fichier avec la fonction fWrite, et ensuite on va essayer de récupérer de nouveau ces informations clients pour voir en fait que le programme, lui, il sait parfaitement interpréter les fonctions binaires. Ok. Alors, pareil, on va reprendre un VS Code, on va se créer un fichier qui s'appelle binaire.c. Voilà. Je vais juste réutiliser un petit peu le début, au moins d'avoir le stdio, peut-être même le open. Ouais. Alors je vais faire un peu de ménage là-dedans, je ne vais pas avoir besoin de la position, je ne vais pas avoir besoin de ça. Par contre, il faut que je vérifie que le fichier soit bien ouvert, ça il me le faut absolument. Voilà. Je termine mon if et je vais aussi garder le fclose directement, comme ça j'ai déjà une trame pour commencer. Voilà, donc j'ouvre mon fichier, je regarde qu'il a bien été ouvert et je le termine si jamais, lorsque j'en ai plus besoin. Ok, alors qu'est-ce que l'on a dit pour notre programme? On va simplement faire une structure, et donc ça va être intéressant puisque ça va nous permettre de voir que même un élément plus complexe comme une structure va permettre d'être stocké assez facilement dans un fichier binaire. Et donc je vais créer ma structure client, et ma structure client, je sais qu'un client il a un nom, donc je vais mettre un nom, un char sur 200, caractère de 200, il a un prénom, pareil sur 200, il a un âge qui est un entier, donc là aussi on a une structure avec différents types, hein. On a 2 chaînes de caractères, un entier, ça marche, et donc comme ça, ma structure client, elle est définie. À partir de ce moment-là, j'ai le droit donc du coup de créer un client et de pouvoir gérer les différentes choses que j'ai à gérer avec un client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais donc créer une structure client, ok, et je vais donc créer un pointeur sur cette structure client. Si je crée un client, un pointeur sur une structure client, je vais être obligé... Alors pourquoi je crée un pointeur? On va le voir tout à l'heure, c'est tout simplement parce que quand je veux écrire en fait dans un fichier binaire, je suis obligé d'avoir un pointeur. Je ne peux pas avoir en fait une structure qui ne soit pas définie par un pointeur. Donc si je veux avoir un pointeur qui pointe sur un client, ça veut dire que je suis obligé de réserver de la mémoire, c'est-à-dire que je suis obligé de réserver assez de place pour pouvoir stocker un client. Donc je vais réserver de la mémoire. Réserver de la mémoire, ça se fait avec la fonction malloc, mémoire allocation. Et donc je vais devoir réserver de la place en mémoire, je vais devoir réserver assez d'étagères pour pouvoir stocker mon client. De combien de place je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de stocker la taille d'un client. Donc je vais avoir besoin de réserver le size of de struct client. Donc il va regarder la structure client, c'est 2 chaînes de caractères de 200 et c'est un âge int. Je vais cumuler les octets et c'est ce que je vais réserver. Ok. Alors si je regarde la documentation de la fonction malloc, je vais m'apercevoir que malloc renvoie un void étoile, donc c'est-à-dire c'est un pointeur sur vide. Moi ce que j'ai besoin c'est d'avoir un pointeur sur une structure client. Donc ce que je peux faire pour que ça marche, je vais faire ce que l'on appelle un cast. Un cast, c'est tout simplement un changement de type imposé. Je change un imposé. Et je vais donc dire que l'adresse mémoire qui est renvoyée par malloc n'est pas un void étoile, mais un struct client étoile. Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça? Eh bien malloc va renvoyer une adresse mémoire. Que l'adresse mémoire corresponde à un client, qu'elle corresponde à un entier ou une chaîne de caractères, finalement ça fait aucune différence. J'ai donc le droit de caster, de dire que cette adresse mémoire correspond en fait à un pointeur sur client. À partir de ce moment-là, j'ai le droit de valoriser mon client.
Donc je vais utiliser la fonction strcopy qui permet de copier des chaînes de caractères, puisque nom et prénom sont des chaînes. Je vais utiliser l'opérateur flèche, puisque C1 est un pointeur. Donc C1 point nom, je vais lui donner une valeur, par exemple do. Et strcpy, le prénom, pareil, je vais lui donner une valeur. Là, par exemple, c'est John Doe. Ok. Et puis, je vais donner aussi une valeur à l'âge. Donc, l'âge, c'est de l'entier, hein, donc c'est pas la peine que je passe par une fonction particulière. Bah voilà, il a 35 ans. Mon John Doe, il a 35 ans. Ok. On va juste vérifier que tout est en place. Je vais faire un petit printf et je vais expliquer que ce que je suis en train d'écrire, c'est... j'ai donc une chaîne de caractères pour le nom, une chaîne de caractères pour le prénom, et 1% pour l'âge. Je vais mettre des petits tirets qu'on voit bien, et je vais aller à la ligne. Et donc, ma première chaîne de caractères, c'est le nom. Ma deuxième chaîne de caractères, c'est le prénom. Voilà. Et ma troisième chaîne de caractères, c'est l'âge. Voilà. Ok. Ça marche. Donc, on va déjà vérifier que tout ça se passe bien. Je vais juste mettre ça en commentaire dans un premier temps. Voilà. On va compiler G++, binaire.c, -o, je vais l'appeler bin. Non, j'ai pas le droit de l'appeler bin. Alors, ah oui, j'ai oublié, comme je fais un strcopy, strcopy c'est une fonction qui se retrouve dans cstring. Et donc j'en ai besoin, et c'est ce que me dit mon compilateur. Il me dit, tu utilises visiblement une fonction qui se trouve dans cstring. Ah, et j'utilise malloc aussi, et malloc, effectivement, est dans cstdlib, librairie standard. Donc je vais aussi mettre cstdlib. C'est vrai. Je suis allé un petit peu vite. Ok, binaire compile. Et donc je récupère effectivement bien John Doe, 35 ans. Tous les éléments ont été valorisés. Et donc ma structure de données, enfin mon pointeur sur structure, a été correctement alimenté. Ça marche. Il est maintenant temps d'écrire dans un fichier binaire mon John Doe, mon client. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un pfile. Je vais créer un data binaire, qu'on fasse bien la différence. Data binaire.txt. Alors txt semblerait suggérer que c'est du fichier texte, mais là c'est du binaire. Et ce que je vais dire, c'est que dans ce fichier, je veux écrire en binaire. Donc écrire write w en binaire b. Ok. Je vérifie que le fichier c'est bien ouvert en écriture, et je vais utiliser donc la fonction fwrite. Et fwrite a plusieurs arguments. Alors le premier argument, c'est le pointeur sur la structure que je vais écrire. Donc ici c'est C1. Puis j'ai besoin d'un sizeof, la taille de la structure que je vais écrire. Donc c'est la taille d'un structure client. Alors quelle est l'idée? Eh bien tout simplement le pointeur va vous dire à quelle adresse en fait commence la structure client. Donc il sait quand je lui donne C1, il sait où est le début de la structure. Puis je vais lui donner la taille de la structure. Donc il sait qu'à partir du début, il va devoir écrire tant et tant de cases mémoire dans le fichier. Bah, si la structure elle est par exemple sur 26 cases mémoire, il sait qu'à partir du début, il doit écrire 26 cases mémoire. Donc il a besoin du début et de la taille de la structure. Logique. Je vais lui dire en fait qu'il n'y a qu'un seul élément. Pourquoi je mets qu'il n'y a qu'un seul élément? Parce que pour l'instant je n'ai qu'un client. Nous allons voir un petit peu par la suite que si jamais j'ai un tableau de clients, j'ai un tableau de 10 clients, par exemple, ici je vais mettre 10 pour dire, voilà, il y a dans le pointeur, en fait, il pointe vers une structure client, par exemple, qui a une taille de 26, mais je n'ai pas que un seul client, j'en ai 10, donc il ne faut pas que tu me copies les 26 cases, mais il faut que tu me copies les 260 cases, parce que c'est 10 clients qui prennent 26. Voilà. Et la dernière information, tu me le copies où? Tu me le copies dans pfile. Voilà. C'est tout. Je vais sauvegarder, je vais compiler, et je vais relancer binaire.exe. Voilà. Et je m'aperçois que le fichier data binaire a été créé. Et donc vous voyez que quand je clique dessus, la première chose que me dit VS Code, il me dit
C'est bizarre, ça n'a pas l'air d'être un fichier pour vous. Il est en binaire, et donc je peux lui dire, bah écoute, je veux quand même le voir, et si je fais un Open Anyway avec un text editor, je m'aperçois en fait que je peux pas lire grand chose, hein, j'ai des nuls, alors j'arrive à voir quand même John Doe, quelque chose comme ça, mais noyé en fait dans plein de caractères que je ne comprends pas et qui me sont visiblement pas destinés. Donc un fichier binaire, c'est tout simplement un fichier que j'aurais du mal à lire en fait en tant qu'être humain. Donc pour l'instant, je vais le fermer et voir en fait si la machine, elle va pouvoir la récupérer. Donc ici j'ai fait ma phase d'écriture dans le fichier, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de relire le fichier dans une phase de lecture, et essayer de voir si je peux récupérer les données, et à nouveau recomposer en fait mon John Doe avec son âge. Donc je vais utiliser une lecture, et pour bien marquer la différence, je vais créer en fait une deuxième structure client avec une deuxième variable, C2. Alors C2 va utiliser exactement la même structure que la première. Donc je vais juste reprendre le malloc, hein, c'est tout simplement, j'ai créé une autre structure client pour vous montrer que effectivement il n'y a aucun lien avec C1, j'ai juste créé une deuxième, mais j'aurais pu réutiliser C1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait avec mon fichier. Je vais donc avoir mon pfile, j'en ai pas besoin, il est déjà déclaré. Et cette fois-ci, je vais faire un fopen de databinaire.txt, mais cette fois-ci, il n'est pas en write, il est en read, donc en lecture. Donc je vais l'ouvrir en lecture binaire, donc RB. Je vérifie que tout s'est bien passé. Donc si je n'ai pas nul, c'est que tout s'est bien passé. Et je vais donc tout simplement, cette fois-ci, faire un fread. fread va utiliser les mêmes arguments, c'est-à-dire que ce que je vais récupérer dans le fichier, je vais le stocker dans la structure C2, que j'ai déclaré ici, donc pointeur, hein, je suis obligé d'avoir un pointeur. La taille de la structure, elle n'a pas changé, c'est toujours un client. Il n'y en a toujours qu'un seul, et il vient de pfile. Et ensuite, je fais un close de pfile. Et donc, ça veut dire que si je prends la fonction d'écriture que j'avais ici, et je vais tester pour voir si ma lecture s'est bien passée. Donc si je veux voir que ma lecture s'est bien passée, je vais écrire exactement les mêmes données, mais normalement, elles seront stockées cette fois-ci dans C2, puisque le fread va stocker tous les éléments binaires lus dans la variable C2. Encore une fois, je compile, je lance binaire.exe, et vous voyez qu'à la lecture et entre l'écriture, j'ai exactement les mêmes données. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé à écrire les données de structure en binaire en sortie dans un fichier, je suis arrivé à relire le fichier, et je suis arrivé à en extraire les données. Donc tout fonctionne normalement, j'ai aucun problème. Et je suis obligé de passer par un pointeur, justement parce que la fonction fread et la fonction fwrite demandent en fait un pointeur comme premier argument. Donc en fait je suis soumis à cette règle, hein, je suis obligé de déclarer un pointeur. Alors, dernier exemple que j'aimerais voir avec vous, si jamais on veut modifier le programme pour cette fois-ci sauvegarder 3 clients et pas qu'un seul, on va essayer de voir les répercussions que cela a. Donc je vais être obligé de déclarer un tableau de clients. Alors je vais en déclarer que 3, hein, parce que ça peut être un petit peu long à faire. Et on va essayer de voir comment est-ce que je peux écrire un tableau de clients dans un fichier binaire et comment je vais pouvoir récupérer un tableau de clients. Alors cette fois-ci, on va être sur quelque chose d'un petit peu différent. Je vais rester sur mon fichier binaire. La structure, elle, ne change pas. Ce qui va changer, c'est que maintenant, je vais avoir un const int nb client, et je vais dire en fait que j'ai 3 clients. Ça va me permettre de créer cette fois-ci une struct client t, donc c'est un tableau, et ce tableau, il a nb client. Voilà, ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne suis pas obligé de créer de malloc. Ça, c'est bon. Je ne suis pas obligé de créer de malloc. Le tableau est lui-même déjà un pointeur, hein, ça on l'a vu. Et donc, au moment où je déclare un tableau et que je donne sa taille, la zone mémoire est automatiquement réservée. Donc, le malloc est implicite quand je déclare un tableau. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Alors, cette fois-ci, j'ai plus C1, mais j'ai le premier élément du tableau, T de 0. Donc là, je vais avoir le nom du premier élément du tableau, je vais avoir le prénom
du premier élément du tableau, et je vais avoir l'âge du premier élément du tableau. Voilà. Donc, j'ai valorisé un premier client, et je vais en valoriser tout de suite un deuxième et un troisième. Donc, ça veut dire que pour mon deuxième client, il faut que je change les indices. Enfin, si c'est mon deuxième client, qui se trouve à l'indice 1, et mon troisième client va se trouver à l'indice 2. Voilà. Donc on a quoi? On a John Doe, on a Bob Marley, et on a, je sais pas, Smith, Allison. Allez. Voilà. Pour les âges, pareil, hein, ils n'ont pas forcément les mêmes âges. Comme ça, on va bien voir qu'il y a des différences. Ma fonction d'écriture, cette fois-ci, pareil, je vais l'écrire avec une boucle pour bien parcourir le tableau. Donc ma boucle, je vais déclarer une variable i qui va partir de l'indice 0. Tant que i est inférieur à nb client, je vais faire i++ pour parcourir ma boucle. Voilà. Et je vais écrire, en fait, à chaque fois, les informations de mon client. Alors, j'ai plus de C1, ça on est d'accord. Ce que j'ai par contre, c'est un tableau qui va contenir en fait tous les éléments, et donc je vais prendre T à l'indice I, et je vais récupérer le nom, le prénom et l'âge. Voilà, donc là j'aurais écrit mon tableau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement, je vais dans ma fonction d'écriture, j'ouvre mon fichier data binaire, je l'ouvre en write binary, je vérifie qu'il s'est bien ouvert, et cette fois-ci, en fait, je vais écrire directement mon tableau. Alors, mon tableau, il contient des éléments de type sizeOf struct client, ok. Par contre, il n'en contient pas un, il en contient nb client, donc dans mon exemple, en fait, il en contient 3. Ça marche, on est bon. C'est la seule chose qui est à modifier, hein. Donc là, puisque j'ai un tableau, je suis obligé de dire que j'ai plusieurs clients, j'en ai 3. Quand je vais relire en fait les informations, eh bien pareil. Alors je ne peux plus tout stocker dans une structure C2, il va falloir une fois de plus que je mette en fait en place une structure tableau, parce qu'il faut bien que je puisse lire un tableau. Et je vais l'appeler T2. Je vais créer un tableau T2 qui contient pareil nb client, donc il peut en contenir 3. Je vais faire un fopen de data binary en read binary, ça change pas du tout. Je vérifie que tout s'est bien passé, et je vais une fois de plus lire le fichier binaire, je vais stocker son résultat dans la variable T2 que je viens de déclarer ici. Dans le fichier, j'ai des clients, donc des éléments de sizeOf structure client, et j'en ai combien? J'en ai nb client. Voilà. Et je vais lire dans pfile. Je fais un fclose ici, et la fonction de lecture, eh bien, je vais reprendre celle que j'avais utilisée pour l'écriture, tout simplement. Hop, voilà. Donc ici, c'est lecture, et la lecture ne se fait pas dans le tableau T, mais elle se fait dans le tableau T2. C'est bien dans le T2, en fait, que j'ai récupéré mes éléments. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? Pas grand-chose, en fait, hein. Simplement, j'ai mis ici un tableau, en premier argument de write. J'ai dit en fait que des clients, il y en avait nb clients, donc je suis obligé, il n'y en a plus qu'un cette fois-ci, il y en a plusieurs. Et au moment de la lecture, vous voyez que j'ai changé exactement la même chose, j'ai remis un tableau en premier argument. Comme un tableau c'est un pointeur, en fait fread et fwrite fonctionnent très très bien avec les tableaux. Et encore une fois, j'ai dû mettre le nombre de clients lus. Il ne me reste plus qu'à compiler. Ah, j'ai quelques erreurs. Pourquoi ? J'ai quelques erreurs, pourquoi? Donc là j'ai mes NB clients, je les ai mis dedans, ça c'est bon. Donc j'ai une struct NB client, j'ai mis les... du coup pourquoi je les ai mis en pointeur? C'est pas en pointeur de toute façon, puisque je suis déjà sur un tableau, ça je ne l'avais pas rectifié. Donc c'est une erreur de ma part. J'ai utilisé l'argument pointeur, alors que le pointeur en fait est déjà compris en fait dans le tableau. Donc j'ai fait
j'ai fait un double pointeur, c'est rigolo. Ok, donc cette fois-ci, j'ai pris le nom-prénom de chacun des éléments, nom-prénom de chacun des éléments, ça c'est bon, ça change pas dans l'écriture. J'ai ouvert en lecture ensuite, et là, ce qu'il me faut effectivement, c'est que les éléments, encore une fois ici, c'est pas des pointeurs, hein, puisque la notion de pointeur, elle est déjà comprise dans le tableau, et donc cette fois-ci, j'ai fait les choses en double. Ok, ça marche. Et donc, en fait, vous voyez que j'ai donc un tableau qui contient en écriture John, Bob et Allison, avec leurs âges respectifs. Je les ai stockés dans un tableau binaire, et j'ai pu les relire de nouveau, John, Doe et Allison. Et si je veux regarder à peu près à quoi ressemble mon data binaire, alors pareil, hein, VS Code me dit toujours que ce fichier est binaire et que je ne devrais pas le lire. Je lui dis que ça m'est égal ce qu'il pense, et que j'aimerais quand même qu'il me l'ouvre, et vous voyez que je récupère en fait des fichiers avec des valeurs, JW, P dièse, point d'interrogation, bref, quelque chose qui ne m'est pas du tout destiné, et qui est un petit peu compliqué à lire. Voilà. En tout cas, tout fonctionne, donc mon fichier binaire a donc été écrit. Est-ce que j'ai quelque chose encore à dire là-dessus? Non, je crois qu'on a tout fait, hein. On a écrit notre tableau, on a lu notre tableau, et on a récupéré les données, on les a affichées avec une boucle. Bon, bah on a tout fait. Cette utilisation des fichiers avec le langage C nous donne encore des possibilités supplémentaires quant au langage. Il est maintenant possible en fait de stocker des résultats que nous avons à la fin de nos programmes. Nous pouvons carrément les mettre de côté et pour les réutiliser dans une utilisation future du programme. Nous pouvons aussi constituer très facilement des logs, c'est-à-dire d'arriver en fait à voir ce que le programme a généré. Si le programme a trouvé des erreurs, il peut nous les indiquer, les écrire directement dans un fichier de log. Et par exemple, ça peut être très intéressant si nous travaillons dans une entreprise qui a énormément de traitements qui passent la nuit, et bien d'alimenter un fichier de log, ça nous permet en arrivant le matin de directement le consulter, voir ce qui est passé, voir ce qui n'est pas passé et voir ce qu'il y a à retravailler. Donc cette utilisation des fichiers, elle est vraiment très intéressante pour justement garder une trace de l'exécution d'un programme qui s'est terminé, ou alors de faire de l'échange de données entre plusieurs programmes. Donc cette vidéo, elle termine un petit peu les fonctions de base que je voulais voir en C. Donc on en sait énormément maintenant sur les structures de données, l'utilisation des variables, et des choses aussi justement en lien avec les fichiers. Ça, c'est un petit peu la base du langage, et maintenant, en connaissant cette base, cela va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans les possibilités du langage C. Maintenant, on peut creuser un petit peu et voir quelles sont les applications du C. Et on va voir qu'elles sont multiples, hein. Je pense notamment à, par exemple, l'Arduino qui se programme, par exemple, en C, ou alors du Raspberry Pi, où on va retrouver du C. On va aussi pouvoir utiliser le C dans de la programmation qui est liée à l'operating system. On peut, par exemple, s'intéresser à la notion de processus, de faire dialoguer des processus les uns avec les autres. Bref, tout ça, ça va nous permettre maintenant d'ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles fonctionnalités, mais pour arriver sur des choses un petit peu plus complexes, eh bien, il fallait en fait avoir une bonne base de C, et je pense que là, les vidéos concernant le C de base, hein, les instructions de base, on en a un petit peu fini, et maintenant on va essayer de voir quelles sont les applications pour lesquelles on doit pouvoir utiliser le langage C. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir finalement ce que l'on peut faire concrètement avec le C et utiliser tous les outils que nous avons mis en place dans ces dernières vidéos.